On est au-dessus de tout. On braque, on voyage, on dépense. On claque des fortunes. Là, je peux dépenser cet argent-là parce que c'est pas grave, j'offre un fourgon derrière. Puisque l'argent, il suffit de se baiser pour le ramasser quelque part. Tout commence comme dans un film. Des braqueurs préparent l'attaque d'un fourgon. Cela fait plusieurs mois qu'ils fomentent leur coup. Et je trouve que le moment le plus excitant d'un braquage, c'est l'idée. C'est d'aller chercher quelque chose qui est impossible à prendre. En 2000, l'homme qui nous parle était l'un de ces braqueurs. On pense à toutes les possibilités qu'on peut rencontrer. Si la police arrive, si on a un de nos gars qui se fait tuer. Il s'appelle François Trouquens. Et tu peux pas penser à la victime en fait à ce moment-là. C'est comme quand tu fais la guerre. Tu dois gagner une bataille et donc tu commences pas à penser au type sur qui tu vas tirer ou à ton ennemi. Tu penses uniquement à l'action que tu vas devoir commettre. Vas-y, ça va péter. Ouvre, mets ton phare. T'es bloqué. Pour nous, c'est comme un jeu. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Monte tes mains. Et puis, il y a une concentration maximale. C'est-à-dire que dès qu'on est lancé dans l'action, Toi, sors. on vit comme au ralenti. À terre, à terre, à terre, à terre, à terre. À terre, bouge pas, bouge pas. Ouvre la porte, ouvre la porte. Vas-y, maintenant, ouvre. Allez, vas-y, allez. Vas-y, ouvre la porte. Vas-y, vas-y. Vas-y, prends l'argent. Prends ton sac, tu mets l'argent. Vas-y. Et ça prend 3-4 minutes et on prend 3-4 millions d'euros. Donc c'est très rentable et c'est jouissif. De la fiction à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. Ce soir, ceux qui l'ont franchi vous racontent. Le temps passe, la police travaille, et récolte des indices, et un jour, bings, je me fais arrêter et je me trouve au trou. Ils sont 6. Tous fichés au grand banditisme. Tous anciens braqueurs. Ennemi public numéro 1, recherché pendant de longues années. Auteur de dizaines d'attaques, condamnés à des années de prison. La violence a toujours fait partie de leur vie, mais aucun d'entre eux n'a tué. Aujourd'hui, ils ont purgé leur peine et payé leur dette à la société. Pour la première fois, ces personnalités hors normes ont accepté, après des mois de négociations, de parler face caméra de leur histoire. Fait rarissime dans le grand banditisme, où tout reste secret, silencieux. Pour les approcher, gagner leur confiance, nous les avons rencontrés durant des mois sans caméra, jusqu'à passer un pacte. Nous ne les jugerons pas. En échange, eux ont accepté de se livrer personnellement durant des heures d'entretien. Un an plus tard, nous avons tenu parole, sans trahir. Voici les témoignages exclusifs de ces bandits rangés. « 15 ans plus tard, quelque part en France, François Trouquens est un homme ordinaire. Depuis sa sortie de prison en 2015, le braqueur est devenu réalisateur de films. Mais dis-lui, toi, je suis pas un truand, moi. Je suis pas un truand. Non, non, je suis pas un truand. Par contre, je suis un tueur. Après des années de braquage et 10 ans de prison, la principale source d'inspiration du réalisateur est la violence de sa vie passée. Si je devais me définir en une phrase, je dirais un braqueur méticuleux et très organisé.
Moi, j'étais plutôt spécialiste en explosifs et j'étais plutôt le concepteur. Donc, je crée un scénario. Et donc, ça demande de réflexion, ça demande une certaine intelligence. Une intelligence mise au service du mal. Dans les années 90 et 2000, période où le cash coule à flot, François fait partie de ce que l'on nomme le grand banditisme. Ces voyous de haut vol qui, à chaque coup d'éclat, raflent des millions et font la une. Une fois encore, les convoyeurs de fonds sont les victimes d'un braquage. Ça s'est Le passé scénario hier est après-midi. immuable, c'est presque devenu un classique du genre. 2 véhicules prennent en tenaille un fourgon de... Un autre braquage très spectaculaire, mais heureusement sans victime. Les malfaiteurs, très bien organisés et surtout parfaitement renseignés, ont réalisé l'un des casses du siècle. Le nom de François Trouquens est connu dans toute la Belgique. Pour moi, un bon coup, c'est minimum 10 millions d'euros. Ce qui fait 2 millions d'euros chacun si on est 3 ou 4. C'était comme la race des seigneurs, en fait. C'est des gens qui se droguaient pas, qui fumaient pas, qui avaient une certaine hygiène de vie. Le grand banditisme, c'est comme l'équipe de France, quoi. C'est un peu le dessus du panier. Ce sont des gens qui veulent à la police, le GIGN. Ce sont des gens qui s'entraînent, qui ont une hygiène de vie et qui veulent être les meilleurs. Pour arriver à un but, c'est-à-dire être une performance ultime. Voici à l'époque comment la presse qualifie ces méfaits. J'aime bien les chapeaux de titre à l'époque. Les braqueurs du fourgon détenaient un arsenal, des truands équipés comme des mercenaires, fourgon rien que des armes de guerre, une véritable armerie. Enfin, c'était un peu ciblé là-dessus, quoi. On n'est pas beaucoup dans le grand banditisme en Europe. On est peut-être 50 maximum à pouvoir faire des faits comme cela. Après, c'est toujours plus sympa d'être le premier ennemi public numéro 1 que le numéro 2. Comment il n'y a pas de numéro 2 dans le banditisme? C'est que toi, que t'es un loser ou t'es numéro 1, quoi. Jean-François Mogard ne partage pas cette image romancée du grand banditisme, pour avoir été aux commandes de la BRB, Brigade de répression du banditisme français, durant toute sa carrière de policier. Alors les braqueurs, ils ont tendance à dire, puis à être reconnus comme étant un peu la discipline reine dans le banditisme, hein. C'est souvent la crème de la crème. C'est les malfaiteurs les plus expérimentés, les plus déterminés. Les braqueurs sont des hommes dangereux parce que quasiment tout le temps armés et lourdement armés. Un braqueur, c'est juste quelqu'un qui est hyper déterminé, qui, pour éviter de se retrouver au Lazzaro ou à la ratière, ne vont pas hésiter d'utiliser leur arme. Hein. Tiens ton pote là! Ton pote il est là, il va crever, il est en dessous de la roue! C'est des équipes de 10 à 15 personnes, quoi, avec chacun son rôle, qui ont des organisations quasi militaires, quoi. Et au sein de leur équipe, des voleurs de voitures, des gens capables de déposer l'explosif, des gens qui fournissent les armes, des gens qui vont pouvoir tenir des rues entières pour éviter l'arrivée soit de la police, soit d'éventuels participants qui pourraient les gêner dans le passage à l'acte. Voilà, donc le braqueur, il est prêt à tout. Quels sont les ingrédients qui construisent un ennemi public numéro 1? Comment devient-on cet homme tant recherché? L'histoire de François n'est pas celle d'un braqueur ordinaire. Rien ne prédestinait cet homme à l'allure si distinguée à choisir la voie du grand banditisme. J'ai une phrase terrible de ma mère quand j'étais aux assises qui me demande pardon. Bah, rien que là, j'ai encore envie de pleurer en pensant à ce moment parce elle me regarde et me dit « je te demande pardon ». Et je dis « mais maman, t'as pas à me demander pardon, quoi. C'est moi qui ai fait les mauvais choix ». Elle dit « non, mais j'ai essayé de te donner la meilleure éducation possible, on t'a donné les meilleures écoles, on a été… » Et c'est vrai que j'étais dans des écoles privées, j'étais dans des écoles qui étaient quand même assez… on peut pas dire que j'étais dans des endroits défavorisés. Et voilà ce que j'en ai fait, quoi. Et donc, moi, j'étais plutôt honteux de leur offrir ça. François est né en Belgique, à Nivelles, en 1969. Il grandit dans un cadre familial confortable. Son père est chanteur d'opéra et sa mère professeure de français. Mais un jour, ses parents décident de s'installer à la campagne pour élever leurs enfants en pleine nature, loin d'une société de consommation qu'ils rejettent. J'ai des parents qui sont radicalisés dans le bio.
Donc ils ont décidé du jour au lendemain de tout quitter pour aller vivre dans une roulotte, au milieu d'un champ pour faire la culture biodynamique. Que moi je voyais un peu mes parents comme des éluberlus, quoi. Des 68 à retardés. Et donc j'avais l'impression que je nageais au milieu de gauchistes bobos. Et j'ai un peu souffert de ça, en fait. Ma mère nous tricotait des pulls en laine, on n'était pas habillés avec des marques, on n'était pas... voilà, c'était une époque où les marques étaient importantes, où on se valorisait par rapport à tout ça. Et nous, on arrivait avec des grosses chaussures en cuir, avec un pull en laine bio qui grattait, qui sentait le mouton. Et moi, quand un mec me faisait des railleries, je lui mettais mon poing dans la gueule. Donc j'avais des problèmes à cause de ça. Et donc la violence m'a permis aussi de tout de suite me faire respecter. Et ça marchait. Donc il suffit de taper le plus fort pour avoir la paix après, quoi. Plutôt beau garçon, dès l'âge de 15 ans, François se construit contre le modèle parental. Loin de la vie au naturel, lui rêve de luxe, de femmes et d'argent. Mais je voulais jouir de la vie, je voulais voyager, je voulais avoir ce que les autres avaient, et je voulais être à l'égal des autres, en fait. C'est le rêve de tous les gosses. Avoir une belle voiture et pouvoir sortir et avoir une jolie blonde à leurs bras, quoi. À l'époque, François a tout juste 20 ans. Il vient de plaquer ses études de trompettiste au conservatoire et se rêve en homme d'action. Il devient garde du corps pour riche homme d'affaires. Mais un jour, son patron se retrouve en prison et tout s'écroule. François est sans travail et sans argent. Et c'est là que j'ai eu une idée complètement débile. Je lis un livre qui raconte l'histoire d'un braqueur. Ça s'appelait Bandit d'honneur. Et ce livre, en fait, c'était un peu une délivrance dans le sens où je me dis, mais en fait, c'est génial cette vie-là. Étrange projet, mais François semble avoir trouvé sa voie. Il sera braqueur et décide d'organiser son premier coup. Je postule en tant que transport de fonds et je me fais engager tout de suite. Le lendemain, je deviens convoyeur avec l'idée de faire un casse. Dès que je commence à travailler dans le transport de fonds, j'apprends, je découvre. Et je suis assez surpris de voir la quantité d'argent qu'on transporte. Donc je me dis, je vais étudier toutes les techniques, je vais analyser toutes les routes et je vais trouver la parade. François va mettre en place un scénario qu'il pense infaillible. Lors d'un dépôt d'argent, il va se faire attaquer par un complice extérieur. J'avais repéré l'agence, j'ai vidé le contenu du fourgon. L'autre convoyeur, il n'est pas dans le coup. Donc je fais ça à son insu. J'ai vidé le contenu de la banque, je me suis fait attacher au radiateur et j'ai tapé ma tête contre le radiateur, j'étais plein de sang. Pour bien prouver que je ne pouvais pas avoir été l'auteur, j'étais uniquement victime. Donc les gens ont vraiment cru, la police a vraiment cru que j'avais été victime d'une attaque violente. Et là, c'est un moment incroyable parce qu'on pense à l'argent qu'on a piqué, et tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Et c'est ce sentiment de liberté que j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça tellement facile. Et le pire, c'est que j'ai même pas été interrogé. En tout, François et son complice ramassent 1000 millions de francs belges, soit 2,5 millions d'euros. La Dolce Vita va durer 1 an. Jusqu'au jour où son complice craque et le dénonce aux policiers. La justice condamnera François à 4 ans de prison ferme. Je me retrouve dans ce trou et je dis, au bout de 7 jours, j'avais compris, quoi. Je me dis, je vais pas passer 5 ans ou 10 ans dans un truc comme ça, c'est pas possible. C'est comme si je passais 10 ans là, quoi. Dans du béton, dans un univers complètement vide. Et encore ici, il fait calme. Mais dans un univers où il y a du bruit en permanence. Le ton. Merci. Moi, je suis un garçon qui a grandi dans les bois, dans la nature, donc me retrouver dans un milieu urbain, hyper bruyant, avec des gens qui sont livrés à eux-mêmes, mais souvent proches de la folie, qui hurlent la nuit, qui s'insultent. Ces premières années de détention ne guériront en rien le jeune François. C'est ici, derrière les barreaux, que l'apprenti braqueur va être adopté et formé par les anciens du grand banditisme.
Dans l'histoire de tout braqueur, le premier passage en prison s'avère décisif. À Paris, dans le 14e arrondissement, la maison d'arrêt de la Santé. Sans doute la prison la plus célèbre de France. Derrière les barreaux séjournent des voyous en col blanc, les hauts fonctionnaires criminels et les noms les plus célèbres du grand banditisme. Avec l'autorisation exceptionnelle de l'administration pénitentiaire, notre caméra a pu pénétrer dans cette prison pour filmer un braqueur. Derrière la porte de la cellule 13, l'homme vient tout juste d'être transféré pour passer ici sa dernière année de détention. Je m'appelle Khaled Miloudi et je suis toujours en prison. J'ai effectué 22 ans d'incarcération. Pourquoi? Vol à main armée. Et tentative de meurtre. « 22 ans, bien sûr, c'est une éternité. C'est une partie de ma vie, c'est la moitié de ma vie. Quand on a été condamné à une lourde peine, on se dit pas je vais les faire. On n'y pense même pas. C'est tellement loin. On peut pas se projeter. Personne ne pourrait se projeter. Quelqu'un d'équilibré normalement ne peut pas se projeter sur une peine comme ça qui n'en finit pas. Après 22 ans de prison ferme, Khaled Miloudi a été jugé capable de réinsertion par la juge aux applications des peines. En justifiant d'un CDI de chauffeur-livreur, il a obtenu une mesure de semi-liberté. Depuis 3 jours seulement, et ce à 60 ans, Khaled est autorisé à sortir de 6 h du matin à 18 h pour aller travailler. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de franchir ces portes comme ça tout seul. On en a rêvé pendant des années et puis aujourd'hui, bah, c'est la réalité. Bonjour, surveillante. C'est bon? Bonne journée. À ce soir. Voilà, la dernière porte. Voilà, le sésame, ouvre-toi. C'est la plus lourde aussi, hein. Ah. Cela fait 22 ans qu'il rêve de retrouver le goût d'une liberté confisquée en 1994. Il avait alors 37 ans. Vous vous souvenez de votre arrestation? Le 6 décembre 1994. Je me fais arrêter sur un stade de foot avec un complice. Après une fusillade et une course-poursuite roulé-boulé, le quartier était cerné. On était fait aux pattes. Ils étaient combien? Une trentaine. Ils trouvent un stock d'armes chez moi. Et ils retrouvent parfait attirail de braqueur. On avait des armes de poing, on avait des fusils d'assaut, des bastos en veux-tu, en voilà, quoi. On était vraiment bien équipés. Tu travaillais combien de fois par an? Une fois par an. Le passé de Khaled Miloudi est si lourd que le juge des applications des peines lui a accordé une semi-liberté avec des conditions restrictives exceptionnelles. Pour protéger ses nombreuses victimes, il ne doit en aucun cas évoquer ses anciens braquages. Je peux dire les chefs d'inculpation, mais raconter ce qui s'est passé, je peux pas. Pour le centre commercial? Non, je peux pas. Ni pour la bijouterie, ni pour la fusillade avec les flics à Rouen. Si vous parlez trop, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Je peux avoir une annulation de ma semi-liberté, de ma mesure de semi-liberté. Je peux être réincarcéré.
Association de malfaiteurs, tentative de meurtre et vol avec arme, voici le pédigré de cet homme en apparence si calme. Sa spécialité, les banques, les joailleries et les fourgons. Ce jour de 1994, parmi les 30 policiers en planque, Jean-François Mogard, ancien de la BRI, est là pour arrêter Khaled. C'est des affaires qui sont graves, gravissimes. Et donc, c'est un personnage, tout sauf un enfant de cœur. Hein. Khaled, ça s'est passé chaque fois, ça s'est passé mal, quoi. Hein. Parce qu'en fait, ça s'est passé à coups de flingue avec les hélicoptères, des courses-poursuites, ça sent l'essence, ça sent le feu, ça sent l'huile déversée sur la chaussée. Il a fini en t-shirt, il a fait 50 bornes en courant en campagne suite au braquage du Crédit du Nord du Lille. La deuxième affaire, c'est l'affaire du Chêne Pointu, c'est un drame absolu. Quoi, hein. Il y a eu des coups de feu, il y a eu deux convoyeurs qui sont restés au sol, blessés aux jambes, blessés au ventre. Et pour ce fameux sacro-saint totem de l'argent et ce butin, voilà, on n'hésite pas à flinguer pour récupérer les fonds. Tant de risques, tant d'argent volé, pour se retrouver 22 ans plus tard à tout devoir recommencer. Avec les années, la prison, le magot s'est envolé. Khaled se retrouve face à la solitude, à la précarité, avec en plus tout à prouver. Tu sais, pour sortir en semi-liberté, on demande aux victimes leur avis aussi. Et on leur a demandé. Et il y a deux personnes qui n'étaient pas d'accord que je sorte parce qu'ils ne croyaient vraiment pas à ma réinsertion. L'ancien braqueur a trouvé ce travail grâce à des amis. Pour un salaire de 1 800 € et 40 heures par semaine, il est chauffeur-livreur et manutentionnaire. On va charger toutes les planches. Un Khaled. On va charger toutes les planches aussi. Dans le passé, Khaled n'aurait jamais accepté un tel travail. On va enlever quelques cartons pour que ça soit moins lourd. Dans sa vie, il a d'ailleurs très peu travaillé, préférant l'argent facile. T'as aimé l'argent? Quand j'étais jeune, oui, bien sûr, puisque j'ai passé une partie de ma vie à courir après l'argent. Qu'est-ce que ça t'apportait, l'argent? Ça m'apportait un statut social que j'avais pas. L'argent, c'était un sésame pour sous, quoi. Les soirées privées, je pouvais y aller. Les boîtes où la plupart des Maghrébins ne pouvaient pas rentrer, moi, je pouvais rentrer parce que, justement, c'était l'argent que j'allais dépenser qui les intéressait et non pas mes origines. Donc, effectivement, ouais, ça m'a permis de voir le regard des autres changer selon que j'étais en jogging ou en costume cravate avec ma Jaguar. Khaled est né en Algérie. Il est le 3e d'une famille de 10 enfants. Arrivé en France alors qu'il n'a que 3 ans, lui et sa famille ont connu les camps de réfugiés avant de s'installer en région parisienne. Mon père était ancien militaire de carrière. Il a participé, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il souffrait encore de ce traumatisme. Pour preuve, à la maison, ça lui arrivait de monter des embuscades de voisins parce qu'il pensait, parce que le voisin ne l'avait pas salué ce jour-là. Puis il faisait un guet-apens au voisin et puis il l'envoyait à l'hôpital. Il préparait des embuscades à la maison parce qu'il pensait que les voisins s'étaient coalisés et qu'ils allaient faire une descente en pleine nuit à la maison. Khaled, sa mère, ses frères et sœurs, personne n'était épargné par les coups de colère de ce père violent et imprévisible. Il utilisait un bâton, il utilisait des barres de fer, enfin tout ce qui lui passait par la main. Il était dangereux pour ça, puisqu'il n'avait pas conscience qu'il pouvait le tuer, qu'il pouvait tuer quelqu'un avec la force et la rage qu'il habitait. Pour lui, c'était avec la violence qu'il fallait éduquer un enfant. Plus on le frappait, plus il recevait de coups, plus il marchait droit, plus il allait grandir comme un arbuste bien droit. Tous les ingrédients chez moi étaient réunis pour que je finisse mal. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tes frères et sœurs? Ils n'ont jamais été en prison, ils n'ont jamais eu le parcours que j'ai eu. Ils ont tous réussi leur vie professionnelle. Il y en a même un qui était policier. Capitaine de police, ouais. Alors moi, j'ai eu un chemin différent, oui, effectivement. Les frères et sœurs de Khaled n'ont pas souhaité témoigner. Certains même lui ont tourné le dos lorsqu'il était en prison.
Ce travail de manutentionnaire est un premier pas vers sa réinsertion. Avec ses feuilles de salaire, il va pouvoir louer un appartement et ouvrir un compte en banque. Seulement d'ici là, il faut tenir. 61% de ceux qui ont connu la prison ferme récidivent dans les 5 ans. Dans la vie d'un ancien braqueur, tout ne tient qu'à un fil. Les risques de récidive sont encore plus élevés lorsque l'on fait partie du grand banditisme. Je m'appelle Raymond Royal. J'ai été condamné, quand on additionne toutes les peines, à 70 ans de prison. Je pourrais reprendre un calibre et repartir faire un braquage. J'ai toujours des relations avec des amis qui me téléphonent et vraiment on a un chantier à faire si tu veux venir. Voilà. Mais j'ai dit bon pour le moment j'ai trop de boulot, c'est pas la peine. La rechute, le dernier coup, les services que l'on doit à un ami, le manque d'adrénaline, le besoin d'argent, Raymond connaît. Il a cédé à tout. Dans sa vie, lui n'a jamais mis les pieds dehors plus d'1 an après une peine. En 69, il est condamné à 10 ans de prison pour braquage. Il s'évade en 1974, mais est rattrapé 8 mois plus tard sur un braquage. Il prend 15 ans et s'évade au bout de 9 ans. Retour en prison pour 7 ans. En 1987, après une permission, Raymond s'échappe de nouveau. 1 an plus tard, il est rattrapé et prend 17 ans ferme. En 2000, il sort libre et récidive au bout de 2 ans. Il se retrouve de nouveau derrière les barreaux jusqu'en 2009. Cette fois-ci, Raymond raccroche et pose le calibre. Mais c'est une affaire de violence conjugale qui le ramène en prison pour 2 ans. Voici l'histoire de Raymond Royal. À l'époque, j'étais un bon braqueur, un bon gangster. J'étais plutôt chef d'équipe. Je montais des gangs, j'organisais des braquages. Je braquais en principe les banques, les complexes de cinéma, les gens casinos, les mammouths, les supermarchés de l'époque. Tout le monde ferme sa gueule, tout le monde à terre! C'est vrai que souvent, on voyait dans les yeux de certains individus qu'on braquait, la peur, ils étaient impressionnés, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien chez eux. Va-toi! Moi, j'ai des braqués comme je vais à la boulangerie ou à l'épicerie. Voilà. Je suis jamais venu méchamment, je suis venu armé. On ne faisait pas de balles, on ne filait pas de coups de crosse, on ne tirait pas de coups de feu en l'air. Mets la thune dans le sac, dépêche-toi! Dépêche-toi! Je criais bon coup quand on rentrait, on montrait des calibres, et souvent je remettais les calibres dans les poches. Ça m'arrivait même de faire, en période de Noël, de faire chanter Petit Papa Noël aux clients et puis aux gens de la banque. Pour Raymond, le braquage est un jeu qui se joue plusieurs fois par semaine, et ce depuis ses 14 ans. Alors il banalise, nie presque la violence qu'il a fait subir à ses dizaines et dizaines de victimes. À une exception près, la séquestration de la famille d'un directeur de supermarché. Donc c'est une information qui nous parvient par le biais d'un copain. On est monté prendre en otage un directeur de supermarché et sa femme. On a les coordonnées, on sait où ils habitent, on sait comment on rentre chez eux, comment ça se passe. Et dans le braquage, il était prévu qu'il y ait le mari et sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Bougez plus. Et là, on passe à l'action. Toi, tu viens avec moi. Je prends le directeur avec moi pour aller au supermarché ouvrir le coffre. Et mon ami devait rester, il est resté avec la femme du directeur à la maison. Parce qu'on n'avait pas été informé, c'est qu'il y avait 2 enfants à la maison. L'informateur, il ne nous avait pas dit qu'il y avait des enfants. Jamais, jamais il avait été question d'enfants. Et ils ont vu mon ami braquer leur mère. Et les petits, ils étaient face à un gangster masqué, avec le calibre sur la tête de la mère et tout. Et ça, là, ça, je l'ai tout le temps gambergé. Je me suis jamais mis à la place
d'une victime, et ce jour-là, je me suis mis à la place d'une victime. Parce que c'était des enfants. Et moi, les enfants, on n'y touche pas. Les enfants, le point faible de Raymond, lui qui n'a jamais été un père présent pour les siens. En prison, Raymond s'est marié 2 fois. En prison, Raymond est devenu père de 5 enfants. 2 fils aînés, une fille et les 2 petites dernières, Clara 4 ans et Lilou 6 ans. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh. Attention, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Depuis sa sortie de prison, il les voit seulement le week-end. Les 2 petites sont placées depuis leurs 18 mois en foyer. Raymond étant jugé inapte et leur mère souffrant d'instabilité. Aujourd'hui, Clara fête ses 6 ans chez son papa. Celui-là, fais voir. Ouais, celui-là, il est à toi, celui-là. Celui-là, il est à toi. Celui-là, il est à toi. Celui-là, il est à toi. Oui. Et celui-là, là-bas aussi, il est à toi. Un petit panda. Ouais. Dis donc, c'est Noël, Raymond, là, non? Oui, je rattrape. C'est à moi le puzzle. 3 ans. C'est à moi le puzzle. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de les avoir, là? Moi, ça me Quand tu les as, comme ça. Moi, ça me tire pas. Gaga, popo. Quand j'ai aussi une campagne du cul au cul. Oh. Ouais. Ah, moi, donc, oui, là. Ah, moi, dis là. À 70 ans, Raymond vit seulement ici ses premiers moments en famille. Ça t'a plu? Ouais? Oui! Oh, la bosse! Sa vie de braqueur, les années de prison sont difficiles à pardonner pour sa fille et ses 2 fils aînés qui ont attendu leur père jusqu'à sa sortie et ensuite vu sa violence. Alors qu'il était enfin libre, Raymond a frappé leur mère. Après dépôt de plainte, il prend 2 ans ferme pour violence conjugale. Depuis, la justice lui interdit de voir ses enfants. Mes garçons qui ont 18 ans, ça fait 6 ans que je ne les ai pas vus. Ils vont avoir 18 ans en avril. En avril, le 9 avril, je suis devant la porte, parce qu'ils sont majeurs et vaccinés. Je suis devant la porte et j'irai les voir quand ils auront 18 ans. Je risque plus de problèmes. Mais là, ça fera 7 ans que je n'aurai pas vu mes garçons. Pas le droit de leur téléphoner, pas le droit de les approcher. Mais en fait, j'ai perdu mes 2 fils. Là, je ne suis pas vainqueur. Là. Je ne suis pas vainqueur. Mais normalement, en avril, je revois. Tu crois qu'ils voudront bien te parler? Je pense. J'aurais attendu 7 ans. C'est plus long que la prison. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les plus chers. Ouais. Tu fais un bisou à ta sœur pour lui faire l'anniversaire? C'est des cadeaux de la vie, c'est. Il n'y aurait pas mes enfants, aujourd'hui, je serais capable de reprendre les calibres, par exemple. Parce que s'il n'y a pas mes enfants, ma vie, elle n'aurait pas changé. Depuis sa sortie de prison, il a passé 5 ans dehors sans récidive. Il aura fallu à cet homme bien des années pour se résigner à vivre dans la légalité et accepter l'ordre établi. Les braqueurs ont des profils très particuliers. Les spécialistes disent d'eux qu'ils n'ont aucune barrière psychique, aucun interdit. Pour eux, rien ni personne ne peut leur résister. Depuis le début du mois de décembre, il y a eu 21 évasions dans les prisons françaises. Ultra spectaculaire. À la prison de Nice, 5 détenus ont réussi à faire la belle grâce à des explosifs. 4 détenus ont réussi la belle par hélicoptère. Toutes les forces de police de la région sont mobilisées pour des recherches qui s'annoncent bien difficiles. Ils sont les rois de l'évasion. Lorsqu'ils disent, ils font et contournent systématiquement toute forme d'autorité, même celle de la prison. J'ai pas envie d'aller en prison. J'ai qu'une idée en tête, c'est de m'évader. C'est-à-dire, vous pensez pouvoir me coincer, bah moi je vous dis merde et je m'en vais. Et je décide moi-même de ce que j'ai envie de faire ou pas. Les 2-3 premières nuits, j'étais en prison.
Et à partir de la 4e nuit, j'étais plus en prison. J'étais tout le temps en train de calculer l'épaisseur des barreaux, la hauteur du mur. On est toujours sur le qui-vive. Si tu ne te mets pas dans l'idée que tu vas sauter le mur, tu vas mourir ici. Les barreaux, ils ne sont pas assez épais pour nous garder. On va trouver le trou, on va sortir. Il faut 1 heure pour scier 1 millimètre. Donc, je vous laisse imaginer le temps qu'on met pour pouvoir scier un barreau qui fait 4 cm d'épaisseur. Au bout de 4 ans, j'ai réussi à m'évader. C'était une belle fête le soir. Parce qu'on les a niqués, quoi. On se dit quand même, sans violence, je vous nique, quoi. Je pars. Je décide de mon sort. Ça, c'est fort. C'est décider de se dire, je décide de mon destin. C'est dur d'être en cavale? Alors, c'est dur. Quand on est en cavale, c'est qu'on a réussi à s'en sortir. C'est qu'on est toujours dehors, on est toujours vivant. Donc, on se dit pas ça. On se dit, il va falloir que je reste le plus longtemps dehors. C'est illusoire, parce que quelque part, on sait qu'on est en sursis, qu'on va se faire attraper. Et c'est difficile de rester en cavale très longtemps. En 1996, après 3 ans d'incarcération, François s'évade de prison en sciant les barreaux de sa cellule et quitte la Belgique pour vivre sous une fausse identité avec sa femme en Amérique du Sud. Il devient père d'un petit garçon. 2 ans plus tard, il revient en Europe pour reprendre du service dans le grand banditisme et braquer. Mais là, la police belge ne l'a pas oublié, elle est sur ses traces. Un jour de février, François a rendez-vous chez un faussaire pour se procurer des faux papiers. C'est à cet instant que François se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et tombe dans un piège. Sur place, des policiers en civil sont là en perquisition. François ne se méfie pas. Et tout d'un coup, le braqueur est reconnu. Les 2 personnes qui sont près du véhicule me foncent dessus. J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui veulent me tuer. Et je pars en courant, j'entends des coups de feu, sans savoir si c'est des voyous ou des flics. Tout ce que je vois, c'est des flingues face à moi. En jetant un petit coup d'œil derrière moi, je vois un type, et lui gagne de l'avance sur moi. C'est-à-dire qu'il me reste plus que 30-40 mètres d'avance. Ce policier, c'est lui. 20 ans après, nous l'avons retrouvé et il a accepté de témoigner à visage caché. À l'époque, c'est un jeune flic. Officier de police judiciaire depuis 3 semaines seulement. Je suis jeune à l'époque, je suis peut-être le plus sportif, je me détache un peu de mes collègues, je prends une vingtaine de mètres d'avance sur eux et je suis presque sur ses talons lorsqu'on entre dans un bois. Une course-poursuite s'engage. Après 5 ans de cavale, François est sur le point d'être pris. Et je me trouve face à lui au moment où il lève son arme. Et je tire le premier. Quand je relève la tête, j'entends des coups de feu. Je fais un tir instinctif et je fais un double tac. Bam, 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 bam. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Les 2 premiers tirs, je les prends, et puis je sors de la ligne de tir, les 2 tirs suivants passent à côté de moi. Et il tire, je pense, clairement, en connaissance de cause, en dessous d'un éventuel gilet pare-balles. Ouais, c'est à ce niveau-là. Les 2 balles de chaque côté. À terre, le policier sera pris en charge par les secours en urgence. Depuis, il porte encore les séquelles de cette course-poursuite. Alors les conséquences physiques, c'est une tête de fémur perforée par la balle, c'est un nerf atteint qui laisse une insensibilité sur l'extérieur de la cuisse droite et l'intérieur de la jambe, juste entre le genou et la malléole. J'ai blessé un inspecteur de police et je me dis, mais là, ma vie va vraiment basculer. Ma vie bascule parce que je me fais vraiment rechercher de manière activement, beaucoup plus qu'avant en fait. Et toucher un flic, c'est comme si on touchait la communauté de tous les flics de la Terre et c'est vraiment pas bon, quoi. J'ai franchi la ligne jaune. Et là, je me rends compte que si je continue, je vais tuer. Ou je vais me faire tuer. Et donc, je décide à ce moment-là d'arrêter. Ce jour-là, pourchassé par des dizaines de policiers, François parvient à s'enfuir. Sa cavale continue, mais cette fois-ci avec un handicap de taille. Pour avoir blessé un policier, le braqueur fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par Interpol.
Pour ne pas se faire prendre, François va trouver une planque et devenir quelqu'un d'autre. Ces voyous en cavale sont prêts à tout pour profiter le plus longtemps possible de cette liberté volée, parfois au péril de leur vie. Khaled a connu le danger de la cavale et lui aussi en a fait les frais. En 1991, alors qu'il vient de sortir de prison, Khaled récidive. Il attaque un fourgon à Lille, mais le braquage tourne mal, la police le pourchasse. Khaled réussit à leur échapper. Il est alors en cavale. Le braqueur se cache en banlieue parisienne, à Nogent-sur-Marne. En cavale, j'avais 3 identités et je jouais avec ces 3 identités selon l'endroit, selon le contexte où j'étais. J'étais Saad, Ibdelaïn, et en 3e, c'était Saïd. C'est comme une seconde peau, quoi, la cavale. On a l'impression qu'à chaque instant, tout va s'arrêter. Jamais on peut se poser, jamais on peut souffler, jamais on peut, enfin voilà, décompresser, décrocher, quoi. Il y a un bouton rouge qui est allumé dans votre cerveau non-stop, 24 heures sur 24. Mioudi, ça a été quelqu'un qui avait été identifié, qui a été recherché quand même pendant des années, et donc qui a utilisé diverses identités, qui se savait rechercher, qui se savait identifier. Comme il a besoin de fonds, ben il va, comme font tous les voyous qui sont recherchés et qui ont besoin de vivre, quoi. Donc ils ne peuvent pas prétendre à une place dans la fonction publique. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des faux faf, des faux papiers, et puis ils vont retaper. Ils ne vont pas aller charbonner, ils ne vont pas aller décharger des camions à Rungis. Ils vont faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire ils vont braquer. Pour survivre en cavale, il faut braquer. Pour payer les planques, les faux papiers, les voitures et les armes. Et parfois tout dérape. Après 3 ans de cavale, un jour d'avril 1992, juste après un braquage, Khaled vient de prendre une balle dans le ventre et se vide de tout son sang. Je saignais beaucoup. Mon pronostic vital était engagé. Elle est où la balle? Je l'ai pris ici, dans l'aine. Là. J'avais le gilet pare-balles. Elle est passée sous le gilet pare-balles. Quand on est en cavale et qu'on a pris une balle dans le ventre, on ne peut pas aller à l'hôpital, puisque la première chose que les médecins font, c'est d'appeler les services de police quand il y a un blessé par balle. Et quitte à mourir, je préférais mourir libre que dans une cellule. Mon copain ramène un docteur. Tu rentres là-dedans, vas-y. Qui n'était pas au courant de ce qu'il attendait. Il lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une chute. Ce médecin découvre, effrayé, à qui il a affaire. Contraint et menacé par une arme, il va devoir extraire la balle, sans matériel chirurgical et sans anesthésie. J'avais un étui à couteau dans la bouche, que je serrais fort. Le médecin avait prévenu que si je tombais dans les pommes, il fallait tout de suite m'amener à l'hôpital et que lui allait prendre la poudre d'escampette. Avec un coupe-papier, il m'a incisé pour pouvoir rentrer la passe à épiler. Il était tétanisé, il était blanc, comme un mort. Il a rentré la pince à épiler et il a attrapé la bastos. 2 fois, lui a échappé des mains. J'ai manqué de tomber dans les pommes à ce moment-là. Et j'avais un de mes amis qui me soufflait à l'oreille le prénom de mes 2 enfants, puisqu'à l'époque, j'en avais que 2. Il me disait Malik, Walid, Malik, Walid. Il n'a pas arrêté. Après plus d'1 heure, le médecin réussira enfin à extraire cette balle. La famille, les enfants, voici la faille et à la fois la force d'un braqueur. Pour eux, ils sont prêts à vivre dangereusement. Pour gagner du temps, certains font même le choix de tout arrêter et de se mettre au vert pendant plusieurs années. Mon fils, il arrive en 98. Donc je suis en pleine cavale et ma vie bascule vraiment. Et là, je me rends compte que je ne suis plus seul non plus dans la vie. J'ai non seulement ma compagne, mais qui a choisi sa vie avec la mienne, mais là, j'ai un enfant qui n'a rien demandé.
Et lui, il arrive dans une famille. En fait, c'est une folie de le garder, mais on est tellement content d'avoir un enfant qu'on le garde. Sa maman ne pouvait pas avoir d'enfant, on nous avait dit qu'on n'en aurait pas, donc on s'était dit, bah, voilà, on n'en aura jamais. Et puis un jour, elle est enceinte. Donc on se dit, c'est un cadeau du ciel, donc, mais on est en cavale, on fait quoi? Bah, tant pis, on verra bien. C'est une folie, et en même temps, on peut pas. Voilà, j'avais le sentiment que on pouvait pas ne pas accepter ça. François vient d'être père, il a 33 ans. Après avoir blessé un policier en Belgique, il est en cavale et recherché par Interpol. C'est ici qu'il va passer 4 ans de sa vie, dans le Luberon, à Oppède-le-Vieux. Le braqueur trouve par connaissance la planque parfaite. C'est une bonne planque quand même. Hein. Avec la nuit, j'allais parfois, ou le matin très tôt, j'allais me mettre près du château là. T'as une vue géniale avec des jumelles et comme ça, je voyais s'il y avait des trucs bizarres, s'il n'y avait pas les flics qui étaient planqués autour. J'avais quel âge quand on venait ici? 3 ans. 2 ans et demi. Pour obtenir la confiance des propriétaires et passer inaperçu, François se présente sous une fausse identité et se dit auteur de bandes dessinées en Belgique. Je m'appelais François Vermeil, j'avais un faux passeport au nom de François Vermeil, un vrai faux passeport. Donc, que j'avais réussi à obtenir. Donc j'avais un permis de conduire, passeport, carte de crédit, etc. Je ressemblais à un auteur qui vient se planquer, qui se met au vert, qui veut quitter Paris ou qui veut quitter le monde urbain pour pouvoir se ressourcer et écrire. Pour protéger sa famille, François vit seul ici. À l'occasion des vacances scolaires, l'ancien braqueur prend tous les risques pour faire venir sa femme et son fils. À seulement 3 ans, le petit Antoine connaît de périlleux transferts. En fait, quand il venait ici, par exemple, sa maman, on l'arrachait. Donc avec des complices, elle allait dans une grande surface, elle sortait par une sortie de secours. Et puis elle disait à Antoine, on va se cacher dans un coffre. Et lui trouvait ça drôle, on va aller voir papa. Pour moi, c'était ma vie, c'était normal. Tout ce que mon père faisait, j'étais pas au courant. J'étais trop petit, j'avais 4-5 ans. Et ce que je me souviens vraiment, c'est le parloir. C'est cette vitre qui sépare... je peux pas le toucher. C'est ça qui est le plus dur pour moi, pour un enfant. Les meilleurs souvenirs, je les ai passés ici. On a l'impression de passer des vacances, quoi. D'être une petite famille dans le Luberon, dans un milieu qui est complètement au milieu des oliviers, des cerisiers. Je vois mon fils qui grandit dans cet univers-là et c'est vraiment formidable. Mais ce bonheur, il le sait, ne tient qu'à un fil. Un fil qu'il cherche à conserver le plus longtemps possible, quitte à trahir. Pendant 3 ans, il va mentir aux propriétaires de la maison. Sans le savoir, eux vont vivre aux côtés d'un homme recherché. À l'époque, lui est commissaire aux comptes à Paris, elle, femme au foyer. Le couple apprécie beaucoup François Vermeil. Jusqu'à ce matin d'avril 2000, où François disparaît, les laissant face aux forces de police. Ce soir, devant notre caméra, c'est la première fois qu'ils acceptent de revoir François. Pour vous, il s'appelait comment? Vermeil. François Vermeil. Parce que c'est pas ton nom. Ah bah non. Qu'est-ce que ça fait de savoir que chez vous, vous aviez un homme recherché? Une surprise énorme, une stupéfaction, parce que on le voyait, nous, comme le genre idéal, un type très bien, bonne allure, sympa comme tout. On avait eu des relations. C'est très désagréable d'avoir l'impression d'être berné, d'être instrumentalisé. Et je vous demande pardon Oui, il l'a fait déjà, tu l'as fait. Oui, mais je t'avais écrit d'ailleurs. Voilà, mais... Tu ressens que ça... évidemment, ça me fait mal, tu vois. Mais il faut oublier, c'est la passé. Parce que je les aime vraiment. Parce qu'ils étaient... Ce qui fait mal, c'est de faire de la peine, mais tu peux pas dire, parce que si tu dis, ils étaient coupables. Mais en même temps, ce qui est important pour moi, c'est que je n'ai jamais abusé de leur confiance, je ne vous ai jamais volé. Mais par contre, ce que j'étais avec toi ou avec Dominique, on était dans la vérité. Si vous aviez su, vous l'auriez dénoncé? Ah non, non. Dès lors que je l'avais accueilli, je lui aurais dit, il faut le camp. Oui, voilà. En cavale, François a eu de la chance.
Le Luberon fut un havre de paix sans violence. Durant 4 ans, il a arrêté de braquer pour vivre presque comme tout le monde. Mais pour la plupart de ces fugitifs, le manque d'argent les pousse à reprendre le calibre pour de nouveaux braquets, cette fois-ci pour survivre. La cavale nécessite beaucoup d'argent. Ça coûte cher, on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps parano, on a tout le temps l'impression qu'on va vous tomber dessus. Le choix, c'est ou de rentrer dans le droit chemin, travail, maison, boulot. Et puis, bon, la réalité, elle revient. Tu mets les mains dans les poches, tu as tes calibres, ah ouais. Tu as besoin d'argent, voilà, tu sais que c'est le seul moyen que tu as à ta disposition pour avoir de l'argent. Ben, j'ai recommencé à braquer. Et je sentis qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de moi qui n'allait pas. Et je me méfiais un peu, et puis ils sont venus, ils m'ont arrêté, ils étaient une dizaine. Allez, on va en prison. Je n'ai pas assez vu la prison. Ce scénario, Raymond l'a connu trop de fois. Lui qui s'est évadé à 3 reprises. À chaque retour en prison, l'administration pénitentiaire durcit les conditions de détention et assigne ses détenus à un traitement à part, celui de DPS, détenus particulièrement surveillés, placés à l'isolement, une prison dans la prison. Moi, la raison principale de cette appellation qu'on m'avait fichée, c'était surtout parce que je cherchais tout le temps à m'évader. Donc on me surveillait un peu plus que les autres parce que ils voulaient me garder en prison. La vie de Raymond, c'est 38 ans derrière les barreaux, dans les plus durs centres pénitentiaires de France. Une vie dans des conditions d'enfermement à la dure, où pour survivre, la seule solution qui s'impose à Raymond est la violence. Quand tu sais que tu es capable de tuer ou de filer des coups de lame, les autres, ils le savent et ils ne viennent pas t'emmerder. Et c'était tout le cas? Eh bien, les gens, ils savaient que j'avais le coup de lame facile. Donc on ne venait pas m'emmerder. J'étais petit, maigre, mais il n'y avait personne qui faisait le poids. Faut pas me faire chier, quoi, c'est tout. Et voilà. Centre de détention d'Écourt. 3 ans de ma vie là-dedans. Que du bonheur. Même derrière les barreaux, la figure du braqueur fascine et séduit les femmes. À l'époque, Raymond recevait chaque week-end au parloir des dames qui lui écrivaient. Parmi elles, il y en a une qui lui plaît particulièrement. C'était une belle femme, elle était gentille, elle était douce, on faisait l'amour dans les boxes de parloir, on était heureux, quoi. Et ça a vraiment bouleversé, changé ma vie. On s'est mariés en prison. Et on a fait les bébés en prison. Je ne dis pas que j'ai plus pensé à m'évader parce que ça m'arrivait à avoir envie de sortir le mur. Mais j'avais un autre objectif, c'était sortir de prison, travailler et vivre avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. C'était l'objectif. Raymond ne tiendra pas parole. Marié en 1995, il est libéré en 2000. Il récidive et y retourne en 2002. Il prend 7 ans ferme. Je pense au parloir que j'ai vécu avec mes enfants. Ils venaient le dimanche me voir. Que j'espère qu'il n'y aura jamais d'autres incidents dans ma vie qui me ramèneront dans des murs comme ça, quoi. Après des années de braquage, des années de cavale et 38 ans de prison, que reste-t-il vraiment à Raymond de son passé de bandit, mis à part ses larmes? Vous avez gagné combien avec vos braquages? L'équivalent d'aujourd'hui de 3 millions d'euros. Voilà. C'est la vérité, ça? Ouais, l'équivalent de 3 millions d'euros. Une belle somme que Raymond n'a pas flambé, bien au contraire. Il faisait partie de ces braqueurs prévoyants qui pensent à leur retraite. Il y avait une quantité d'argent qui était investie dans des affaires, bars, restaurants, discothèques, boîtes de nuit. J'avais prévu de mettre de l'argent dans des affaires pour que sinon il restait quoi dans des valises à la cave? Ça servait à rien. Tout était prévu. Et pourtant, Raymond va tout perdre à cause d'un détail, sa passion pour les femmes.
Les bâtons, ils nous disaient on préfère un détenu qui a les couilles vides qu'un détenu qui a les couilles pleines. Donc ils nous laissaient faire tranquille nos affaires. Et ma copine, elle a appris que j'avais des filles qui venaient me voir. Elle est venue tous les week-ends. Elle prenait en photo chaque fois qu'on appelait parloir royal. Les femmes qui rentraient, elle les prenait en photo. Et le jour où c'était son parloir, elle est venue, elle m'a mis toutes les photos sur la table. Elle m'a dit qui c'est ces gonzesses? J'ai dit c'est les femmes de mes amis. Et elle m'a dit les femmes de tes amis? Ah, j'ai dit non. Hein, bon. Elle a rien dit, elle a tout vendu, elle est partie, elle s'est installée aux États-Unis. Elle a vendu toutes les parts qu'on avait dans les affaires restaurants, boîtes de nuit, discothèques. Elle a tout vendu. Elle est partie avec, comme tout était à son nom. Moi, j'avais rien à mon nom. Quand je suis sorti, il me restait ma moto et mon R5. Un coup dur qui coûte cher à Raymond. À 70 ans, l'ancien braqueur a dû chercher du travail pour vivre. Sans formation et surtout sans aucune expérience, il est devenu ouvrier sur des chantiers dans le BTP en tant qu'intérimaire, ce qui lui permet de gagner un salaire de 2 200 € par mois. À l'époque, j'étais un bon gangster, oui. Mais aujourd'hui, je suis un bon ouvrier. Et c'est mieux. Si c'était à refaire une vie de gangster, jamais de la vie. Le calcul est vite fait. Hein. Vaut mieux aller au boulot et gagner sa vie qu'aller passer sa vie en prison. Depuis sa sortie en 2014, Raymond a réussi. Pour ses 2 petites filles, il n'a jamais récidivé et se bat pour récupérer leur garde chez le juge pour enfants. Après tant d'années, tant de coups, la vie d'un braqueur a au final le goût aigre des remords. Même pour ceux qui s'en sortent toujours, qui savent devenir des caméléons et sont capables de se fondre dans la société, un jour ou l'autre, tout s'arrête, le couperet tombe. Rentrez chez vous, il y a quelqu'un de dangereux qui est armé. 16h50 devant le 22 rue Bayard. Le 27 janvier 2004, à Paris, après 7 ans de cavale, François Trouquens est pris. Son arrestation est diffusée en direct à la radio. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, un gars qui est rentré au fond et ça va être un malfrat. Visiblement, ce n'est pas un film. Après le Luberon, François avait réussi son coup. Il vivait à visage découvert en plein Paris, était réellement devenu un auteur de scénario, mais toujours suivi par la police. La cavale s'arrête brutalement parce qu'en fait, j'ai oublié que j'étais en cavale. À un moment donné, on pense aussi, on se dit, bah, on ne cherche plus. Après 7-8 années, on se dit, bah, ils m'ont oublié, quoi. Ils ont autre chose à faire, les mecs, quoi. Nous sommes en 2004. Ce jour-là, François est attendu pour présenter un scénario de film qu'il a coécrit avec son amie, chez qui il vit à Paris. Elle est aussi auteure et ne se doute de rien. Il avait l'air d'être un garçon plutôt posé, doux, réfléchi, discret. Rien ne vous pouvait laisser croire non. Qu'il faisait partie du grand banditisme. Non. Elle s'appelle Nitsa et fait partie de la bourgeoisie parisienne. Alors qu'il est poursuivi par la police, c'est elle que François appelle. J'entends juste quelqu'un qui court et l'arrestation. Mais juste j'entends. Au début, je me dis c'est nul cette blague. Je me dis franchement, c'était même pas drôle. Mais après, je comprends que en fait, c'est une arrestation live. Donc j'ai tout entendu. Le bandit s'est réfugié dans un appartement de l'immeuble. Au milieu de la chaussée, 4 policiers pointent leurs armes vers la fenêtre ouverte. Je regarde un peu la rue, je vois les flics qui viennent de partout. Je dis là, c'est la merde. J'ai cru que j'allais me faire abattre, en fait. Et eux étaient persuadés que j'étais armé, je l'étais pas. Et à un moment donné, j'ai envie. J'ai pas envie d'aller en prison. Je m'étais toujours dit que je ne reviendrai plus jamais en prison. Oui, il est lent pour l'instant, d'accord. Dès qu'on l'aura évacué, je viens vous le dire. Donc pour l'instant, vous restez là. Je suis prêt à sauter, quoi. Je suis au dernier étage, je me dis je vais essayer de sauter sur un autre toit, en sachant que il me manque 2 mètres, quoi, pour attraper la corniche, quoi. Et je vois mon petit garçon. Visage caché dans son blouson, le malfrat bien encadré monte dans la 306 bleu foncé. Les policiers de l'ECRB peuvent souffler, ils ont frôlé le pire. Je me souviens de rien, parce que j'ai reçu, comme on dit vulgairement, j'ai reçu sur ma gueule, quoi, parce que les flics,
Il donne un coup de crosse quand il m'arrête. Et je me réveille, je suis sur les Champs-Élysées. Et je monte pas l'avenue dans le bon sens. Il y a 2 théorèmes de base pour la police que les voyous doivent comprendre, c'est que la police, elle a le temps. Et que la police, elle peut être très nombreuse. Donc la police, elle a le temps, ça veut dire qu'effectivement, de temps en temps, il faut quelques années pour arriver à leur mettre à faire main basse et les arrêter. Mais à la fin, on met KO. Donc sur une carrière de policier, il y a beaucoup d'heures à passer dans les bagnoles, beaucoup d'heures à passer à la bécane, c'est-à-dire la bécane, c'est la machine à écrire, hein, pour 5 minutes ou 10 minutes intense d'adrénaline quand on va les arrêter. Alors que les années 90 signent l'âge d'or du braquage, la police va définitivement reprendre le dessus 10 ans plus tard. La BRB va faire tomber toute une génération de braqueurs. Coup de filet dans l'univers du grand banditisme. Plusieurs, ils sont fichés au grand banditisme. Pour certains, membres d'un groupe de braqueurs surnommé la Dream Team, fin des années 90. Du très gros gibier vient donc de tomber, confie un enquêteur. La réponse de la justice sera sans pitié. Des peines à 2 chiffres seront prononcées qui eurent pour conséquence de mettre la plupart des braqueurs à l'ombre pour longtemps. Devant la cour d'assises en 2006, l'ennemi public numéro 1 belge est jugé pour l'ensemble de ses actes et reconnaît avoir blessé l'inspecteur de police en 2001. François Trouquens sera condamné à 28 ans de prison. J'avais 30 ans de prison à faire. Comment t'attaques ça, quoi? J'avais trois possibilités, c'était le suicide, m'évader ou accepter. François fait appel et gagne. Sa peine est réduite alors à 19 ans d'incarcération. En prison, il reprend ses études, il obtient une agrégation en psychopédagogie et un CAP de restauration. Le soir, il écrit des films. Grâce aux remises de peine pour bonne conduite, l'ancien braqueur sort sous condition 10 ans plus tard, en juillet 2014, avec en poche sa reconversion. François réalise son premier court-métrage et devient réalisateur. Il n'y a rien de mieux comme métier, quoi, que réalisateur, je trouve. C'est le métier le plus beau du monde, quoi. J'aurais dû commencer par là. Et, si c'était à refaire, je suis réalisateur tout de suite. Depuis, il est même devenu présentateur télé sur l'une des plus grandes chaînes belges. Vous savez, Julie, un juge m'a dit un jour « Nous sommes tous des coupables en sursis », ce qui veut dire que nous sommes capables de faire le bien ou le mal. En 2017, François sort son premier long-métrage, Tueur. Un film qui parle d'un braquage qui tourne mal, un univers que François connaît bien et dont il a pu tirer profit pour en faire une fiction. Son film est un succès, il est même sélectionné à la Mostra de Venise. Certaines personnes me disent « Mais tu sais, c'est parce que tu as fait de la prison, parce que tu as fait tout ce parcours-là que tu as pu faire un film. » Oui, ça m'a aidé. J'ai retourné la chose, en fait. À un moment donné, tu peux prendre ton destin en main, quoi. Tu as le droit d'avoir une seconde chance, mais prends-la en main, quoi. Tu es obligé de trouver du sens et de faire autre chose. Et moi, j'ai compris à un moment donné que j'étais arrivé dans une voie sans issue. Depuis 10 ans, François n'a jamais récidivé. Loin de la violence de son passé, l'ancien braqueur prépare même un film d'amour. François est-il une exception, un cas isolé? Les braqueurs réussissent-ils vraiment à raccrocher? Durant son incarcération, Khaled lui aussi a repris ses études. Il s'est passionné pour la philosophie, la littérature et le théâtre. Il est même devenu poète. Là, à ce moment précis de ma vie, j'étais face à 2 choix. La corde ou la feuille. Les 10 premières années en maison d'arrêt, je faisais que du sport. Je faisais 4 à 6 heures de sport par jour. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, que j'avais l'impression que mon cerveau était un peu en compote, quoi. Donc la découverte de la lecture, de l'écriture, de la poésie, du théâtre, de la philosophie, ça m'a permis de rester vivant, ça m'a permis de rester humain. En 2016, l'ancien braqueur a remporté un premier prix de poésie à la Sorbonne.
Ce soir, il est autorisé à sortir pour aller se produire sur scène à Paris. Deuxième grosse respiration. Premier week-end, première retrouvaille avec ses enfants. Dans la balance, il y avait la vie ou la mort. Ce sont eux qui ont pesé mes enfants, lourds dans le choix de la vie. Présents dans la salle, 3 de ses 6 enfants, Malik, Sofiane et Sarah, qu'il a eu avec 3 femmes différentes. J'ai cherché, inlassablement j'ai recherché. À travers ses poèmes, Khaled évoque sa vie en prison, ses espoirs, mais surtout ses regrets face à eux, ses enfants. Alors, d'un murmure, j'ai prié. Mon Dieu, gardez-moi vivant. J'ai tant de fois, depuis 20 ans, promis quelques bonheurs avant à mes chers enfants. Cela fait 22 ans qu'ils n'ont pas vu leur père libre. Eux ont connu les parloirs, les trajets de prison en prison pour garder le contact. Lui est comme un gamin, un père maladroit, tout simplement heureux de retrouver les siens. Qui c'est qui dit qu'il n'y a pas un air de famille? Je laisse trompie. Je remets le couvert. Ça va, viens là, tu es toute timide. Allez, viens là. Je suis petite, moi, vous êtes des géants à côté de moi. Bah ouais, je sais pas. Ça fait partie d'un des plus beaux jours depuis ma sortie. Ah oui, et encore là, je suis un peu frustré parce qu'il me manque la moitié du cœur, là. J'en ai que 3. Je l'ai vu 2 fois en permission de sortie. Et la première fois, c'était il y a 2 ans. Et la deuxième, c'est aujourd'hui. C'est pas évident. C'est bizarre. Avoir grandi en le voyant à travers les parloirs, le voir en extérieur, c'est bizarre. Il n'y a pas de quoi pour être je suis fier, je suis content, vous êtes tous là. Ils ont pas mal tourné, c'est des bons petits gars. J'ai une fille magnifique et ils sont bien construits. Mais c'est indéniable. Ils se sont construits avec un manque affectif cruel, ça, j'en suis persuadé. Sofiane, il m'avait dit « Papa, je t'en ai voulu longtemps ». Il voulait pas répondre au téléphone et j'ai compris après, et là aujourd'hui il met des mots dessus, il m'en voulait parce que j'étais un père absent. Il m'a fait comprendre que lui, ce qu'il voulait, c'était pas l'argent, c'était pas les cadeaux, c'était pouvoir aller à la piscine et pouvoir aller courir avec moi. Quand vous avez votre fils qui vous dit ça, qui fait 1m87 et qui vous dit ça, je crois que là, quand je te disais si c'était à refaire, je le referais pas, là c'est criant, quoi. C'était l'histoire de François, Khaled et Raymond, 3 hommes en marge de notre société, qui, après avoir été riches à millions, puis connu la prison, ont fait le pari de vivre comme les autres. François prépare son prochain film. Raymond vient de gagner la garde de ses filles chaque week-end. Khaled, lui, vient de sortir de prison et profite enfin de sa liberté. De ces parcours chaotiques, qu'ont-ils réellement gagné? Que leur reste-t-il? Des regrets, des vies de famille brisées parmi leurs victimes, mais aussi chez leurs proches. Ces hommes ont passé leur vie à rêver d'or et de champagne pour au final découvrir l'essentiel, entourés de leurs proches et de leurs enfants, la richesse d'une vie simple. Bonsoir. 0,58.